Aujourd'hui, nous parlons de la respiration, une fonction clé, indispensable à la vie. Impossible, lorsqu'on parle des limites de la respiration, de ne pas penser au Grand Bleu et à Jacques Mayol, pionnier de la plongée en apnée. Mais si dans le film, le héros semble choisir définitivement la vie sous-marine, jusqu'où peut-on aller en réalité? Alors d'abord, il faut rappeler que la respiration a un but bien précis, apporter de l'oxygène aux cellules du corps, car ce gaz participe à leur fonctionnement. Cet oxygène, nous le trouvons dans l'air, composé à 21% d'oxygène. La respiration va nous permettre d'extraire ce gaz pour l'utiliser. Et puis, second rôle de la respiration, c'est l'expulsion du CO2, un gaz toxique produit par nos cellules. Chaque minute, nous effectuons donc entre 12 et 20 mouvements respiratoires, un mouvement comprenant une inspiration et une expiration, mouvement qu'aujourd'hui on peut visualiser grâce à l'imagerie médicale. Regardez ces images étonnantes prises par un scanner dernière génération. On voit très bien la trachée, les deux poumons, à l'intérieur les petites bronchioles. On le voit se gonfler et se vider. Le nombre de mouvements augmente lorsque nous faisons un effort. Il est également plus élevé chez les bébés que chez les adultes. À chaque inspiration, un demi-litre d'air entre dans les poumons, ce qui correspond à 8 000 litres d'air par jour. Et lorsque nous expirons le plus fort possible, en ayant l'impression d'avoir chassé tout l'air contenu dans nos poumons, il reste encore un demi-litre. C'est tout simplement impossible de les vider complètement. Alors, quel est le trajet de l'air dans le corps? Réponse avec Mourad Keshar et Christian Gallet. Ça s'agite, ça se bouscule, ça court dans tous les sens. Rien qu'à les regarder, on se sentirait presque essoufflé. Alors, rien de mieux qu'une petite pause pour reprendre sa respiration, ou plutôt sa ventilation. La ventilation est un phénomène actif. Nous n'avons aucun appareil qui nous injecte l'air. Nous devons l'aspirer. Donc comment ça va se passer? Le diaphragme, qui est ce muscle qui sépare notre thorax de notre abdomen, en se contractant, en descendant, crée une dépression à l'intérieur et l'air pénètre. C'est l'inspiration. À l'inverse, lorsque le diaphragme retrouve sa position initiale, c'est l'expiration. L'air pénètre dans notre corps par les narines ou par la bouche. On a deux portes d'entrée. Là, il passe par ce qu'on appelle l'oropharynx, franchit les cordes vocales et rentre dans la trachée. Premier gros tuyau, qui lui après va se diviser en d'autres tuyaux que l'on appelle les bronches, de calibre de plus en plus petit et qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses. Et juste l'air cheminant par ces tuyaux va arriver dans des sacs, les alvéoles, où là, le sang qui est de l'autre côté de la paroi de l'alvéole va pouvoir faire les échanges. L'oxygène passe ainsi dans le sang. Le cœur va jouer un rôle de pompe et propulser le sang à travers tout l'organisme et atteindre les différents organes. C'est le système artériel. Une fois appauvri en oxygène, le sang veineux en bleu reprend le chemin inverse jusqu'au poumon. Au contact des alvéoles pulmonaires, le sang se débarrasse de son gaz carbonique et s'enrichit en oxygène. Un nouveau cycle commence. L'oxygène est indispensable à la cellule pour vivre. Nous avons plusieurs besoins pour vivre, mais les trois essentiels sont l'énergie avec les aliments, l'eau et l'oxygène. On peut stocker nos aliments, la graisse évidemment, et on peut rester plusieurs jours sans manger. On stocke l'eau aussi, on peut rester plusieurs heures sans boire, même plusieurs jours. L'oxygène, il suffit de s'amuser à ce petit jeu qu'on fait tous quand on est enfant. On se pince le nez, on ferme la bouche, et en chronomètre, ça n'excède pas à 1 minute ou 2. Alors vous avez vu, grâce aux images de Mourad Keshar, à quoi ressemblaient les bronchioles. On va les re-regarder d'un peu plus près. Il s'agit encore d'images de scanners reconstituées par ordinateur. Alors vous voyez ici à nouveau les deux poumons. Là on les voit par en bas, là on les voit de face. Et puis on va remonter au-dessus. Le tuyau qui sort, c'est la trachée. Et à l'intérieur, quand on regarde par transparence, voilà, toutes ces petites arborescences, ce sont les bronchioles. Des examens permettent d'évaluer notre ventilation en mesurant certains paramètres. Ce sont les explorations fonctionnelles respiratoires ou EFR. Ces explorations sont complémentaires de l'examen clinique et des radios des poumons. Elles mesurent le volume des gaz contenus dans les poumons, la quantité de gaz inspiré et expiré ou encore les gaz présents dans le sang. L'examen principal est la spirométrie. Il quantifie la capacité respiratoire. Alors comme vous le voyez sur cette photo, la personne est dans une cabine fermée. Elle souffle dans un tube relié à une machine qui va intégrer tous les paramètres permettant d'évaluer la respiration. L'examen est plus ou moins complet en fonction de ce que les médecins recherchent, et notamment utilisé quand une maladie respiratoire est suspectée. Ça peut être de l'asthme, une bronchopneumopathie chronique obstructive, je ne vais pas y arriver,
obstructive Si vous ou avez. encore une mucoviscidose. Et toutes ces maladies diminuent l'efficacité de la respiration, mais il ne faut pas forcément être malade pour voir sa capacité respiratoire baisser. Les femmes ont une capacité plus faible que les hommes. Elle diminue aussi progressivement une fois que la croissance est finie. Les sportifs, eux, augmentent leur capacité respiratoire grâce à l'entraînement. Nous avons rencontré un sportif très particulier, vous allez voir, qui a pris l'habitude de dépasser les limites de son corps. Une foulée rapide pour un champion hors du commun. Stéphane Mifsud détient depuis plusieurs années le record mondial d'apnée. Aujourd'hui, il court après un nouveau succès et pour réaliser ce rêve, rien de mieux que l'entraînement hors de l'eau. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en dehors de l'eau, il est plus facile de s'entraîner en apnée. Parce que techniquement, on arrive mieux à quantifier, qualifier et surtout mesurer les données liées à l'apnée. Aidé de chercheurs spécialisés en apnée, Stéphane repousse les limites de ses performances. On va passer ensuite à une apnée. Tu vas me faire une apnée de 30 secondes. 30 secondes. Top, c'est parti. Le fait de s'entraîner régulièrement en apnée, il met en place des mécanismes. Ces mécanismes consistent à une baisse de la fréquence cardiaque, donc le cœur bat moins, il consomme moins d'oxygène, et surtout un arrêt de la circulation au niveau périphérique, au niveau des muscles des bras, des muscles des jambes. À la fin de son apnée, il aura encore plus de réserves en oxygène, moins de production de gaz carbonique. C'est une des raisons qui explique qu'il tiendra beaucoup plus longtemps sans risque. J'arrive à tenir plus longtemps, ça c'est un constat, c'est évident. J'ai une marge de progression qui est quasiment de 30 secondes par an depuis maintenant 4 ans. Donc c'est conséquent et c'est mesuré. J'ai toujours envie de respirer. Vers 3-4 minutes, j'ai envie de respirer. Mais je peux tenir cette envie et rester conscient et rester valide à 100% jusqu'à 7, 8, 9 minutes. Et j'espère plus loin bientôt. L'homme poisson retrouve son élément, mais avant de plonger, il faut prendre le maximum de réserve en oxygène. Allez, départ dans 30 secondes. Je suis pas un poisson, je viens prendre de l'air parce qu'il est nécessaire pour respirer. J'en prends le maximum en localisant les muscles inspirateurs, le diaphragme, les muscles intercostaux, les grands pectoraux, muscles sous-clavières. Je libère ma trachée en levant le menton pour libérer les voies aériennes et laisser l'air rentrer le plus facilement possible. Et là, je suis plein. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, première. Stéphane commence doucement, premier palier, 2 minutes sans respirer. Pour atteindre de tels records, Stéphane est très entouré. Kiné, préparateur, entraîneur, tous veillent à améliorer ses performances. Le plus grand but, c'est d'augmenter la capacité pulmonaire. Concrètement, on va mobiliser toutes les articulations, c'est-à-dire qu'on va les bouger, on va l'aider à les bouger, toutes les articulations qui participent à la respiration. Il y a une zone abdominale, ok. Il y a une zone, je dirais, qui est médio-thoracique au niveau du thorax, qui vont être les côtes qui s'attachent en avant sur le sternum, en arrière sur les vertèbres dorsales. Et puis après, il y a la partie dite supérieure qui vont être les épaules et le rachis cervical, c'est-à-dire toutes les vertèbres en fait du cou. Grâce à l'entraînement et à ses manipulations, Stéphane aujourd'hui peut stocker jusqu'à 11 litres d'air dans ses poumons. C'est 2 fois plus que la normale. On voit que j'ai une souplesse de la cage thoracique qui est bien accentuée. Voilà. Bon, tout ça est bien souple, comme un sportif qui fait comme un danseur, il est souple et moi je suis souple de ma cage thoracique. Donc ça va me permettre effectivement de prendre plus d'air, plus de carburant, je tiens plus longtemps. Aujourd'hui, Stéphane Mifsud parvient à rester 9 minutes sous l'eau sans ventiler. Mais ses limites ne semblent pas encore atteintes. La réponse dans 6 mois lors de la prochaine compétition d'apnée. Alors vous l'avez entendu, Stéphane Mifsud s'entraîne avec toute une équipe autour de lui. Ne faites pas ça seul dans votre salle de bain. Chaque année, il y a des accidents idiots comme ça. Alors les êtres vivants ne respirent pas tous grâce à leurs poumons. Les poissons utilisent leurs branchies, les insectes l'extrémité de leur trachée. Et pour les grenouilles ou les reptiles, il s'agit d'une respiration cutanée au travers de la peau. Oui, et certains mammifères comme la chauve-souris respirent partiellement grâce à leur peau et le fœtus humain ferait probablement la même chose dans le ventre de sa maman.